tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est imposé 4-1 à domicile face à Cagliari, but de Tonali sur un somptueux coup franc à la 12e minute, égalisation de Deiola de la tête sur passe de Joao Pedro à la 15e, but de Diaz qui dévie des deux fesses, une frappe de Leao à la 17e, but de Giroud du plat du pied gauche sur passe de Diaz à la 24e, et c'est un doublé de Giroud à la 42e sur penalty, Giroud qui est sorti à la fin du match sous les applaudissements. À mes côtés ce soir, Nico, Aristipe et Félix, salut à vous. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Nico fait sa rentrée et doit, j'imagine, être enchanté par la prestation de ce soir. Très enchanté. On avait eu une première contre la Samp qui avait été un peu difficile, mais bon, c'était une première. Et là, une très grosse première mi-temps de la part de notre équipe, avec pas mal de jeux. Une deuxième mi-temps plus au ralenti, mais bon, je pense que Cagliari aussi serre un petit peu la vis derrière. Mais tout a été en gestion de la part de notre équipe. On a pu voir les débuts de Giroud à domicile qui ont été très très bons. On a même pu, j'avais peur que depuis le départ de notre ancien numéro 10, qu'on ne marque plus jamais un but sur coup franc, vu tous les buts qu'il a pu mettre sur coup franc. Et Tonali nous l'a peut-être déjà fait un peu oublier à ce niveau-là. Tonali qui n'a pas eu le droit de tirer un seul coup franc direct, je crois, l'année dernière, donc c'est une première pour lui, première réussie. En tout cas, c'était un match très sérieux et une très bonne première pour la première à domicile. C'était vraiment une très très bonne première. Moi, on va pas parler du niveau de l'équipe d'en face de Cagliari. Les joueurs ont été, en tout cas, ont été au niveau et ont vu qu'on fait un match très, très sérieux. Maintenant, il y a la trêve et après la trêve, il y aura donc la Lazio et la Champions League avec des adversaires d'un autre niveau. Donc, voilà. On pourra se jauger après la trêve, en tout cas. Aristipe, on prend confiance, on engrange des points à la veille des grands rendez-vous qu'annonce Nico, puisqu'on jouera le 15 à Liverpool, il faut le rappeler, ce sera un autre match, une autre ambiance. Qu'as-tu pensé de cette rencontre ? Eh ben non, je rejoins ce qu'a dit Nico. J'ai trouvé le match des Milanais plutôt maîtrisé. C'est vrai que le score s'est fait en première mi-temps et du coup les matchs s'est fait en première mi-temps. Alors après en première mi-temps, le score est un peu flatteur, je pense, parce que bon, outre le penalty généreux transformé par Giroud à la 42e, il y a quand même eu quelques actions assez dangereuses de Cagliari. J'ai eu l'impression que ils n'avaient pas souvent le ballon, mais dès qu'ils avaient le ballon, ils arrivaient toujours à centrer ou à faire des combinaisons dans nos 25-30 mètres et nous mettre facilement en difficulté. Mais pas d'occasion franche quand même. Et effectivement, pas d'occasion franche parce qu'il y avait toujours un Gjer ou Tomori pour contrer un tir ou une tête défensive, notamment de Gjer qui vient couper la trajectoire alors que Pavlovic était bien placé à la 36e. Et oui, effectivement, il n'y a pas eu d'occasion franche, mais voilà, j'ai senti que ça combinait quand même facilement derrière. Alors après, la seconde mi-temps était totalement maîtrisée. Voilà, on a même pu faire rentrer le jeune Daniele Maldini à la 84e. Franchement, tous les voyants sautent au vert avant cette trêve internationale, d'autant qu'on va récupérer mi-septembre normalement, donc d'ici 15 jours, on va commencer à récupérer quelques titulaires, notamment Ibrahimovic et surtout Franck Kessié qui vont nous faire du bien. Donc non, franchement, d'avoir engrangé ces 6 points pour ce début de partie de saison, c'est vraiment très intéressant. Si je fais le bilan des occasions côté Cagliari, j'en vois deux. Je vois la tête de Pavoletti à côté sur centre de Marine à la 55e et le bel arrêt de Maignan sur un coup franc de Lico Giannis à la 79e. Mais sinon, Félix et Milan qui a archi dominé notamment en première mi-temps avec ce centre de Saelemaekers pour Giroud dont la tête passe au-dessus à la deuxième minute. Superbe déviation de Giroud pour Leao qui tergiverse devant le but et se fait rattraper par Carboni à la 9e. Une reprise de Tomori sortie par le gardien à la 29e. Un centre d'Hernandez pour Giroud qui rate le ballon à la 34e et une tête de Saelemaekers au-dessus à la 38e. Contrat rempli pour le Milan, Félix. Complètement, on a su se mettre à l'abri dès la première période et du coup ça nous a donné l'occasion de voir quand même pas mal de belles images. Moi ce que je retiens ce soir c'est ces beaux gestes, ces symboles. Tonali qui marque son premier but sur coup franc, premier match à domicile avec le stade plein pour lui. Donc Daniele Maldini qui rentre aussi. Et son idole Gattuso, une très belle image aussi, c'est vrai, ça, Gattuso dans les tribunes avec Maldini. On a aussi vu Daniele Maldini qui a pu rentrer et faire aussi également son entrée en Serie A cette saison. On espère qu'il aura un peu plus de temps de jeu cette année. Aussi Castillejo qui va peut-être jouer son dernier match et c'est peut-être, moi je vois ça comme ça, Pioli qui le fait rentrer les dernières minutes parce qu'on sait que en tout cas depuis quelques jours il y a une polémique avec Castillejo qui a dû supprimer ses comptes des réseaux sociaux parce qu'il a reçu beaucoup d'insultes des supporters du Milan. Et en retour, aujourd'hui, la Curva et nombreux supporters qui étaient présents au stade ont chanté pour lui et ont essayé de montrer que tous les supporters ne veulent pas atteindre l'homme, quoi qu'on en dise du joueur. L'homme espagnol a toujours été un joueur qui s'est donné, et c'est vrai que c'est pas correct d'insulter quelqu'un
personnellement, mais bon, on connaît tous les réseaux sociaux, on sait comment ça marche. Donc, en dehors de ces belles images, oui, sportivement aussi, on a vu des belles choses. Après, c'est vrai que je rejoins Aristide quand il dit qu'il y a eu un moment de flottement autour du 1-1, 1-2, etc. Il y a eu un moment où c'était pas très maîtrisé, puis ensuite on a mis le troisième but qui nous a mis à l'abri, et puis ensuite on a déroulé. Hein. Je pense que le score, moi, je suis pas d'accord avec Aristide sur un autre point, c'est que je pense que le score aurait pu être même plus lourd pour Cagliari, hein, tant on a eu d'occasions, même en seconde période, finalement, soit un Godin qui arrivait tout le temps à la fin à mettre un pied, le corps, etc., une tête, bah, je pense Et que un le score sauvetage de aurait pu la être bien tête en plus lourd. arrière, là, qu'il envoie en corner, formidable, hein, je dois dire, juste devant Oui, oui, Giroud, oui. c'est phénoménal ce qu'il nous a fait, la Godine. Oui, oui. Ben, je pense que sans un Godin en forme, je pense qu'il prenait un peu comme ce qu'on a fait la saison dernière au Torino, un bon 7-0. Après, voilà, la prestation a été maîtrisée et on sent une sorte de confiance en plus. Et c'est ce que j'avais noté sur le forum. Moi, j'ai senti une forme de transe par rapport au stade, puisqu'on rappelle que cette année, le public est de retour à San Siro et il nous a manqué ce public. Moi, ça me fait beaucoup plaisir, ça me fait énormément plaisir de revoir les supporters au stade et on a senti que, moi, j'ai tout de suite senti ça dès les premiers instants, des joueurs plus en confiance et je pense notamment à Tonali qui vraiment, dès son premier ballon, j'ai senti en confiance. C'était quelque chose d'assez impressionnant et je pense que le public joue beaucoup. Et là, c'est vrai que quand on revient un an et demi en arrière et quand on repense à tout ce qu'on disait, que le public, justement, l'absence du public nous a permis de nous révéler, de révéler certains joueurs qui se sentaient un peu sous pression, comme par exemple Kessié, comme par exemple Calabria. Et ben là, j'ai l'impression que, entre-temps, nos joueurs ont su grandir. Bon, après, on verra sur le long terme, mais là, j'ai vraiment l'impression que le 12e homme nous a vraiment aidé sur ce match et nous a vraiment donné ce petit truc en plus qui nous a manqué face à la Sampdoria, même si notre match à Gênes était assez solide. Mais là, on a vu quelque chose en plus du jeu, une volonté, quelque chose qui nous a un peu transcendé. Et je pense vraiment que le stade a joué son rôle aujourd'hui. Alors on parlait tout à l'heure des glorieuses idoles milanistes dans les tribunes, on a vu donc Gattuso, Maldini évidemment, mais on a vu également Baresi, on a vu Massaro, donc c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver tous ces joueurs qu'on aime, qu'on a aimé, qu'on aime encore, et qui ont fait l'histoire du club. Nous passons donc à l'homme du match de Nico. Pour moi, c'est Brahim Diaz, que j'avais déjà trouvé très bon le week-end précédent, mais que je trouve encore meilleur aujourd'hui. Bon, il met un but chanceux, mais bon, quand c'est Inzaghi qui les mettait, on disait qu'il savait toujours se placer. Et derrière, il donne un caviar pour Giroud, pour le deuxième. Et surtout, c'est comme a dit, je crois que c'est Philippe Genin ou Greg Pesley sur Bein, le don qu'il a de savoir se mettre entre la ligne du milieu et les défenseurs centraux pour donner toujours une possibilité à ses coéquipiers de le trouver. Et je l'ai trouvé en plus très en jambes, très virevoltant, beaucoup de dribbles réussis. Et il a beaucoup aéré le jeu. C'est vrai que bon, ça ne fait que 2 matchs. Je m'étais très vite emballé l'année dernière quand je l'avais vu, alors que je ne le connaissais pas. Mais pour l'instant, c'est lui qui prend la place de Çalhanoğlu, donc qui est parti cet été. Et vu que le Turc ne nous laissait jamais indifférents dans les bons comme dans les mauvais côtés, plus souvent dans les mauvais que dans les bons, le voir le remplacer et déjà à ce niveau-là d'entrée de jeu en début de saison, voilà, c'est très très bon, c'est de bonne augure pour la suite et en espérant que quand le niveau va s'élever, il sera toujours aussi présent comme il a pu l'être sur ses 2 premiers matchs. Çalhanoğlu qui je crois n'a pas été brillant d'ailleurs pour cette deuxième journée, même si j'ai pas vu le match de l'Inter. Aristide, quel est ton homme du match? Pour l'homme du match, sans aucune hésitation, je vais mettre Giroud. Pourquoi Giroud? Parce que voilà, je retrouve ce qui nous a manqué l'année dernière lorsqu'Ibrahimovic était absent, c'est-à-dire ce jeu en pivot, ce jeu en une touche, cette présence devant le but, cet attaquant qui pèse sur les défenseurs adverses et qui occupe 1 à 2 défenseurs. Eh ben on l'a trouvé, donc c'est pas le rôle de Leao Rebic, ça on le savait, mais quel plaisir enfin d'avoir la confirmation sur le terrain de ce qu'on espérait en fait depuis le début du mercato, c'est-à-dire un suppléant à Ibra. Et là, moi je l'ai vu jouer aujourd'hui, Giroud. Alors déjà sa préparation, on l'a répété en émission de pré-saison, mais a été très bonne, sinon excellente. Et là, voilà, la déviation qu'il fait pour Leao à la 9e minute, elle est superbe. Il y a quand même 2 buts, 24e et 42e. Il fait aussi deux autres déviations à la 70e et à la 85e, je crois, pour Rebic, qui peuvent se transformer en occasion de but s'ils sont un peu plus adroits. Donc il peut y avoir aussi des passes décisives, sans compter son pressing incessant à la 60-70e qui fait qu'on récupère le ballon, qu'on récupère des touches dans le corps adverse. Voilà, moi Giroud, j'ai eu l'impression qu'il jouait depuis des années avec l'équipe, quoi. Ça paraît tellement
simple. Un joueur, un champion comme ça, voilà, le football, c'est évident pour lui. Alors c'est bon, il y en a qui aiment pas le style de jeu. Moi, je sais que moi, j'adore ce style d'attaquant. C'est voilà, ce style d'attaquant qui pèse sur les défenses. J'adore et ouais, aujourd'hui, je l'ai trouvé très bon et honnêtement, je vois pas en quoi. Enfin, s'il continue comme ça. Bon, je vois pas en quoi Zlatan va nous manquer parce que c'est à peu près le même style de joueur. Zlatan redescend un peu plus, disons, aider en tant que parfois au poste de numéro 10 pour aider ses coéquipiers, faire les passes ou les avant-dernières passes, ce que Giroud ne fait pas du tout. Mais par contre, la présence dans la surface, on y est complètement et chapeau à lui pour ce match parce que ce match, oui, ce score fleuve en première mi-temps, c'est aussi et surtout lui. On attend donc de savoir qui Feli a trouvé le meilleur ce soir côté milanais. Et je rejoins complètement Aristide dans son analyse, autant sur le style de jeu du joueur que j'apprécie également beaucoup, que dans sa prestation générale. Même si on peut dire qu'il a loupé 2 petites occasions, il a loupé quand même la tête au début de match sur un centre de Saelemaekers qui a failli faire une passe décisive quand même sur un centre. Et sur un bon travail de Hernandez en début de deuxième période, il me semble, où il loupe un peu le ballon. Et je pense qu'il aurait pu mettre au moins un de ces 2 buts-là. Ah bah voilà. Donc, mais globalement, c'est mon homme du match également. C'est un joueur qui est tellement facile. C'est-à-dire que il a une capacité à jouer en une touche en remise. C'est vraiment, c'est d'une élégance, c'est d'une facilité. En fait, ça facilite complètement le jeu en transition qu'on pratique. Et puis, ça permet de révéler certains joueurs. Moi, je pense que Brahim Diaz, il va adorer jouer autour de Giroud parce que Giroud va lui permettre de jouer en une touche rapidement. On l'a vu plusieurs fois ce soir. Il combine super bien. Enfin, franchement, je pense que Giroud, c'est un excellent coup et qui va confirmer sur cette pré-saison. Et je pense que s'il continue comme ça, il pourra marquer sa 15aine de buts tout en étant le vice-buteur. Alors, on verra comment Zlatan va revenir, s'il va pouvoir jouer sur la continuité ou pas. Mais Giroud, c'est vraiment un joli coup. Et on sent ce début de match qu'il est complètement intégré à cette équipe-là, que ce soit au terme du groupe, mais que ce soit avec le coach, avec l'ensemble du club. Donc, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir un joueur comme ça, surtout que c'est un joueur qui, de manière générale, est très appréciable et apprécié. Partout où il est parti, il a marqué, et que ce soit des buts, mais aussi de sa patte. Donc, je pense qu'il confirme qu'il va être un excellent attaquant et un joueur sur lequel on peut compter cette saison. Passons à la bonne surprise de Nico. Alors avant de dire ma bonne surprise, juste un dernier mot sur Diaz que j'ai oublié. C'est quand même lui qui crée aussi le penalty, car c'est lui qui frappe, et la frappe est déviée par la main de Strootman. Donc il est sur au final 3 buts. Et moi, la bonne surprise, je rejoins mes 2 compères. Pour moi, c'est Giroud. J'avoue que je n'étais pas du tout pour son arrivée par rapport à l'âge en fait du joueur, parce que je pense que Milan avait besoin de quelqu'un peut-être de plus jeune pour remplacer Ibrahimovic. Après que Giroud soit un très grand professionnel, je pense qu'il l'a montré dans les clubs précédents, enfin surtout à Chelsea, même quand il ne jouait jamais et que quand on l'appelait, il savait répondre présent, et être tout de suite disponible et souvent marquer des buts qui ont fait du bien pour son équipe. Je me rappelle que je crois l'année dernière, c'est lui qui marque le but vainqueur en 8e de Champions League contre l'Atlético. Mais il m'a agréablement surpris de le voir pareil, comme ils ont dit, comme si ça faisait des années qu'il jouait dans cette équipe. Il arrivait facilement à être trouvé par ses coéquipiers et il jouait en première intention. Ses déviations sont excellentes. La passe qu'il fait pour Léao, que Léao vendange est magnifique, cette talonnade en petit pont. C'est lui aussi qui fait la déviation quand Saelemaekers après derrière subit une faute et qui arrive donc le coup franc. Non, très très gros match de Giroud. C'est vrai que quand Ibra va revenir, apparemment on parle d'associer les 2 joueurs. Et si le français est à ce niveau-là, ça va être quand même si c'est Ibrahimovic et tout le passé qu'on lui connaît, ça va pas être simple de mettre Giroud sur le banc, car ça semble être un vrai concurrent, et surtout par rapport à Mandzukic, qui était complètement cuit quand il est arrivé chez nous, et qui en fait n'était pas réellement un concurrent pour Ibra, était vraiment la solution de remplacement. Là, il y a vraiment quelqu'un qui vient se placer comme peut-être un titulaire. Et surtout que Giroud est quand même parti de Chelsea parce qu'il veut jouer la Coupe du Monde aussi avec l'équipe de France. Donc voilà, tant mieux pour nous. Et j'ai été agréablement surpris. En tout cas, il m'a fait bien regretter d'avoir dit que je ne voulais pas de lui quand il a signé au Mercato. En tout cas, il a l'air très affûté physiquement, hein. Il fait quasiment tous les matchs à chaque fois. Il est sorti uniquement à la fin. Donc c'est vrai que c'est appréciable de le voir. Et sa mentalité, on le sait, est toujours exemplaire et très positive, quel que soit le club dans lequel il est passé. Nous passons à la bonne surprise d'Aristide.
La bonne surprise, elle est italienne. Pour moi, c'est Sandro Tonali. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de Sandro Tonali depuis qu'il est arrivé au Milan AC. J'en avais vu un qui était pour moi son match de référence l'année dernière. C'était un match que peu de gens avaient vu finalement, puisque c'était un match de coupe, de Serie A en huitième de finale, je crois, contre le Torino, où il avait été très très bon. Et là, voilà, j'ai vu un très bon Tonali ce soir, notamment une superbe deuxième mi-temps. Alors, c'est vrai que enfin, une super première mi-temps, pardon. C'est vrai que la deuxième mi-temps, bon, on a plus un peu joué à la baballe, puis il est sorti à la 67e pour Benasser. Mais sa première mi-temps est vraiment superbe, et je rejoins ce que disait Feli, je crois. Sur les 5-10 premières secondes, le public pousse, et juste après l'engagement, Tonali hérite d'un ballon dans les 30 mètres, un peu sur la gauche, et puis il tente de ressortir proprement le ballon avec un double contact. Et voilà, ce que disait Félix, c'est que oui, on sent qu'il était tout de suite en fond de confiance, ce qui vraiment est bien différent par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir depuis l'année dernière finalement. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Quand il est sorti, effectivement, il a été acclamé par la Curva, il a été félicité par l'ensemble des joueurs milanais, notamment Zlatan Ibrahimovic, par Pioli, par les assistants. Donc non, très grand match de Tonali aujourd'hui, son meilleur match selon moi depuis qu'il est au Milan. Une passe clé à la 5e minute, son but il est superbe, c'est l'un de ses premiers coups francs, ou peut-être son deuxième ou troisième qu'il tire, mais en tout cas qu'il tire directement, c'est peut-être son premier, et voilà, ça fait but direct. Je pense que c'est son premier but d'ailleurs en match officiel au Milan AC, et quel Oui. but. Mais c'est pas seulement ce but ce C'est son soir qui me deuxième fait but en que... Serie A hein, de sa carrière. Oui, c'est parce qu'il avait marqué à Brescia un superbe coup franc aussi magnifique il y a 2 ans. Ouais, Et, excentré sur le côté mais gauche, ouais, je me souviens. ouais, qui était vraiment bien plus difficile à mettre et bien plus impressionnant. Mais voilà, Tonali, pas seulement pour son but, je trouve qu'il a été très bon défensivement ce soir. Offensivement, il a été tout à fait correct, mais moi je l'ai vraiment vu, il a écœuré vraiment le milieu de Cagliari à lui tout seul en première mi-temps. Alors que Krunic en première mi-temps était intéressant sans trop l'être. J'ai préféré le Krunic de la deuxième mi-temps, alors que Tonali, oui, clairement, c'était l'homme de la première mi-temps pour moi. Après, c'est toujours pareil, il faudra se poser la question du temps de jeu de Tonali. Quand Kessié et Benacer seront à C'est 100%, ça. reverra-t-on Tonali titulaire? Ça, c'est la grande question, hein, parce que Bakayoko a été recruté, Krunic est toujours là. Donc, quelle hiérarchie au niveau des milieux de terrain? Parce que Tonali, là, s'il progresse, ben, il va pas falloir freiner sa progression, il va falloir l'encourager, tu comprends? Et c'est ça qui risque malheureusement de poser problème. On l'a vu l'année dernière avec Meite, mais nous attendons la bonne surprise de Feli. Je veux juste revenir un petit peu sur Tonali. Moi, je pense que ça peut être juste bénéfique pour lui, cette concurrence à 4, même à 5, parce que Krunic, c'est Krunic, ma bonne surprise de ce match-là. Euh, que Tonali va devoir se dépasser. Et s'il continue comme ça, oui, on peut imaginer. Et si Benacer a vraiment du mal à revenir sur sa blessure, on peut imaginer que Tonali grappille toujours des points. Et puis de toute façon, il faut se rappeler également qu'on joue sur plusieurs tableaux, qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui va arriver. Donc moi, je m'inquiète pas trop pour le temps de jeu de Tonali cette Ah oui, saison. pour janvier, il Enfin, jouera. Pour janvier, il jouera. Mais enfin, s'il joue qu'en septembre et en janvier, c'est un peu dommage. oui. Mais pour revenir à la bonne surprise, moi, ça reste Krunic qui est sur un deuxième très bon match selon moi. Alors oui, c'est vrai que sur la première mi-temps, c'était plutôt Tonali qui gérait le milieu de terrain. Et sur la deuxième mi-temps, c'était Krunic. Et je trouve que sa prestation globale est très bonne. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de joueur qui ne sont pas forcément les titulaires, qui ne sont pas forcément des top players d'une technicité incroyable, quoique Krunic, il sait aussi faire des bonnes choses balle au pied, mais qui savent répondre présent quand qu'on les appelle. Et Krunic, c'est typiquement ça. Et d'ailleurs, Pioli l'a justement dit en conférence de presse, il a dit que pour lui, Krunic, c'était un titulaire, euh, puisque encore aujourd'hui, il répond présent et il fait un deuxième bon match de suite. On se rappelle la saison dernière qu'il nous a plusieurs fois sorti de très bonnes prestations. On pense notamment contre l'Hellas Vérone, où il marque justement un coup franc aussi. Et d'ailleurs, encore un qui était meilleur à ce petit jeu-là que notre ancien numéro 10. Donc pour moi, Krunic, c'est vraiment ma bonne surprise et un joueur que j'apprécie et que je suis content qu'il reste parce que si c'est pour le voir partir et puis quand on doit faire appel à un cinquième milieu, bah, on bricole avec un Calabria en milieu de terrain ou quelque chose comme ça, bah, je préfère qu'on a un Krunic qui répond présent quand on a besoin de lui. Alors je vais donner la parole à Nico qui veut réagir, mais juste un petit mot supplémentaire sur Tonali parce que j'ai pas cité cet argument encore et c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu l'année dernière. On a souvent dit ici que son problème n'était pas technique, mais était mental. C'est-à-dire qu'il ne tentait pas, Mhm. il n'osait pas, il se mettait une pression particulière du fait qu'il joue dans son club de cœur, on le sait, et donc peut-être qu'il tentait pas les transversales, les balles en profondeur, etc. Notamment en une touche qu'il pouvait faire à Brescia. Il le fait pas encore totalement d'ailleurs, c'est-à-dire que ça demande Oui. à être revu, amélioré, etc. Mais si, il franchit
franchit ce cap, et je pense qu'il le fera, parce que quand le talent est là, le talent finit toujours par surgir, par jaillir. Eh bien là, ça peut devenir un joueur très intéressant. C'est sûr que ça va nécessiter du temps de jeu en revanche. Hein, c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'on le renvoie aux oubliettes dès que Kessie et Benasser sont là. Mais j'attends la réaction de Nico. Ben, moi, je pense comme toi. J'espère que ce but va le décrisper et lancer enfin son aventure au Milan en oubliant l'année précédente. Je disais là dans les messages qu'on peut s'envoyer entre nous, Tonali a été acclamé avant le début du match par la Curva parce qu'il a été avec tout ce qu'il y a eu entre l'histoire de Donnarumma et Çalhanoğlu. Le geste de Tonali a été énormément apprécié par les supporters. Donc le fait que voilà, avec le retour des supporters au stade, j'espère que ça va le lancer et qu'on pourra voir son talent sous nos couleurs. Eh bien on passe au flop, Nico n'en a pas, donc on va demander à Aristide s'il en a un. Non, effectivement, je pense qu'on peut pas parler de flop. Ce sera vraiment un terme très dur pour ce match. Après, je vais me risquer, je vais jouer le jeu. Hein, je vais essayer de trouver le moins bon parmi tous les bons qui ont réalisé ce match. Mais il y a toujours un joueur, effectivement. Alors, il a fait des super retours défensifs. Il a fait des très bonnes sorties de balles. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il bonifie pas ses bonnes actions par un geste décisif. Je vais parler de Selmakers. Il a été super aujourd'hui. Alors, attends, je préfère prévenir tout de suite. Il a été très bon, notamment un tacle qui fait, je crois, à la 57e minute, un retour défensif aussi à la 23e, une belle sortie de balle avec ce que dit beaucoup de frappe de corps. T'es en train de valider les propos perpétuels d'Erko qui dit que Selmakers est un excellent travailleur, qui fait un gros travail pour le collectif, qui redescend énormément, qui est très utile pour l'équipe, mais qu'effectivement, devant le but ou dans l'avant-dernier geste, il est pas bon, ou pas régulier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, et effectivement, tout le reste, il l'a, mais ce problème-là, alors là, du coup, ça ne pas préjudice parce qu'on arrive à marquer 4 buts, mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant. À un moment, il fait une reprise de volée ou à un deuxième mi-temps, alors il doit être à 20 mètres, hein, et puis il la met 15 mètres au-dessus, à droite du but. Mais voilà, c'est pas qu'une fois, Selmakers, c'est tout le temps comme ça. Dès qu'il frappe ou dès qu'il veut se centrer pour faire une dernière passe qui paraît simple, il n'arrive pas à le faire, alors qu'il réussit. A contrario, des gestes très compliqués qu'il fait avec brio, hein, quand il se sort de 2-3 joueurs en sortie de balle pour faire un décalage ensuite, c'est bien plus dur que parfois ce qu'il tente de faire et qu'il ne réussit pas avec une frappe trop molle ou complètement non cadrée. Donc il doit s'améliorer encore là-dessus, mais ça reste un bon match. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de voir un joueur qui réussit finalement des choses assez compliquées, je trouve, pour ce match, mais qui rate le plus simple, ou du moins le plus simple pour ce qui est censé être le plus simple pour lui et pour son poste, pour son profil, j'ai envie de dire. Féli, as-tu une déception ce soir? Un petit peu, mais un peu à la manière d'Aristide. C'était un petit flop puisque Selmakers pour moi a fait un bon petit match également, hein, bien meilleur que son match précédent. Mais un petit flop Calabria parce que j'ai trouvé que ce soit sur le but et que sur l'autre occasion de Cagliari, il n'a pas toujours été forcément en avance sur le ballon. Donc voilà, des petites erreurs de concentration pour la carrière de Calabria, mais qui globalement fait un bon match, comme le reste de l'équipe d'ailleurs, et encore une fois des bons centres et toujours bien présent. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il prend très au sérieux son rôle de capitaine. Hein. On l'a vu avant le match, c'est lui qui faisait le discours avec les joueurs, et je pense que c'est une excellente chose que ce soit lui le vice-capitaine. Mais je le mets quand même dans mes flops. Bah, il faut bien en trouver. Hein. De toute façon, on passe aux accessites, aux joueurs que vous n'avez pas encore mentionnés. Alors Nico, de qui aimerais-tu nous parler ce soir? Ben moi, j'ai parlé de Théo qui avait eu lui une première difficile contre la Samp, enfin qui avait été très moyen. Et je ne sais pas si c'est le fait enfin, il a retrouvé tout simplement son niveau et en plus il a eu la récompense d'être appelé par Didier Deschamps pour les matchs de l'équipe de France. Mais j'ai trouvé une très grosse, un très gros volume de jeu et il a été énormément en demande par ses coéquipiers sur son couloir. Il a fait énormément de mal à Nandez. Il aurait même pu délivrer 2 passes décisives dans ce match si Godin n'était pas venu le contrecarrer. Enfin, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, car on va avoir énormément besoin de lui en Champions League, de son activité débordante sur son couloir. Et dernière chose, parce qu'il a fait quand même un bon match, parce qu'il était aussi pareil très virevoltant, c'est Léao, mais j'arrive pas à comprendre comment il ait pu rater, enfin même pas tirer sur cette passe de Giroud, parce que c'était un caviar qu'il a donné. Il a mis 10 minutes pour l'impression pour se mettre dans le bon sens, pour tirer, et au final, il a permis le retour du défenseur Carboni, je crois, de Cagliari. Aristide.
Pour le mot de la... Ah non, c'est les accessites, excuse-moi. Pour les accessites, non, je vais pas Aristide est citer pressé de d'autres... parler de la Ligue des Champions ou des transferts, je ne sais pas. Mais... Ouais, Alors c'est vrai ouais, que tu parles toujours de 3-4 joueurs dans chaque rubrique, donc je sais pas s'il en reste que tu n'as pas mentionné. Non, non, peut-être Léao, effectivement, à part son occasion ratée à la 9e minute, on a l'habitude de tirer à boulet rouge sur lui, mais j'ai trouvé le reste de son match très sérieux. Notamment sur le tir, enfin le tir qu'il fait qui est contré par Diaz, et puis après beaucoup de dribbles réussis en première mi-temps, j'ai noté à la 26e, 40e, même en deuxième mi-temps à la 62e. Donc non, très intéressant Léao, malgré quelques ratés, il était bon aujourd'hui. S'il peut être comme ça le reste de la saison, ça m'irait déjà très bien. Feli. Eh ben, également le même accessite, hein. Je pense qu'on a fait le tour de tous les joueurs. Léao, ben, parce que Léao, je trouve que ben, il est beaucoup mieux déjà sur le côté gauche. Ça, je pense qu'on n'avait pas beaucoup de doutes. Et puis il commence à comprendre en fait comment jouer avec ses qualités. Je trouve que des fois, il se prenait un peu trop la tête quand il jouait offensivement. Et puis là, il a compris que bah, son passement de jambes, je pousse la ballon et je cours, bah, c'est très efficace et il utilise de plus en plus souvent. Il l'a fait contre la Samp à petite dose et là, il l'a fait un peu plus. Et je trouve que c'est très efficace et qu'il devrait continuer comme ça, même si toujours Léao, on le connaît. J'ai pas du tout compris pourquoi il sort en faisant la gueule. Bah après, peut-être c'est que moi qui l'a vu, hein, mais encore une fois, je trouve qu'il sort en tirant la gueule alors que bah, il devait sortir parce que Rebic devait rentrer et que on voyait qu'il faisait plus rien sur le terrain, Léao, depuis la deuxième mi-temps. Donc toujours la même chose avec Léao. Moi, c'est un joueur, moi je crois fortement à son talent et ça depuis un moment. Mais C'est vrai que tu as été le seul à le même, défendre ici l'année dernière, il faut le souligner. oui, mais même quand il fait des bons matchs, je trouve qu'il y a toujours quelque chose sur son attitude qui change pas. Alors, je trouve qu'il a quand même fait des progrès, notamment sur les retours défensifs. Mais il y a quand même toujours des petits trucs qui me gênent avec lui. Et puis, encore une fois, moi, je suis d'avis que la relation Rebic-Théo marche beaucoup mieux que Théo-Léao. D'ailleurs, dès que Rebic est rentré, ils ont fait une superbe 1-2 avec Théo Hernandez qui a abouti à une occasion de but. Donc voilà, après, ça dépend qui on veut faire mettre en avant. Je pense que Léao peut se mettre en avant tout seul plus facilement, mais un mec comme Rebic peut mettre plus facilement en avant Théo Hernandez. Réaction d'Aristide. Une petite réaction par rapport à ce que vient de dire Feli. En effet, il sort à la 67e minute pour Rebic. Je pense qu'il est déçu parce que juste avant, il arrive à faire un contrôle de la poitrine orientée. Il s'amène bien le ballon et c'est là où justement Godin dévie le ballon du pied juste devant Giroud. Donc peut-être qu'il est un peu déçu. Alors c'est vrai il avait été bien plus discret en seconde mi-temps, mais là voilà, c'était son action. Il l'avait bien réussi et je pense qu'il sort juste là. Donc il est un peu, je pense, déçu de sortir sur ce petit échec alors qu'il aurait pu avoir une passe décisive. Et enfin, autre chose que Feli a cité, effectivement, sa double accélération et son passement de jambes qui font mal. Mais moi, j'ai découvert aussi autre chose que j'avais pas trop vu de lui l'année dernière, c'est qu'il s'est mis à beaucoup mieux jouer de son corps. Je trouve qu'il mettait bien son corps en opposition par rapport à l'adversaire, ce qu'il n'arrivait pas trop à faire l'année dernière. Je trouve qu'il l'a admirablement bien fait, le mot est pas trop fort je pense. Aujourd'hui, il a vraiment beaucoup gêné l'adversaire avec dos au but, en jouant bien de son corps, et ça c'est vrai que c'est à noter, c'est un axe de progression sur lequel il peut être utile cette année. Très bien, alors moi je voulais juste souligner la bonne rentrée tout en dynamisme de Florenzi qui pourra rendre des services cette année. Il vient pour faire le remplaçant, mais on a vu qu'il avait des qualités, on le sait de toute façon, et offensivement il peut délivrer d'excellents ballons aux attaquants. Je pense que des joueurs comme Zlatan ou Giroud apprécieront sans doute les centres de Florenzi. Réaction de Nico sur Florenzi. Pour ajouter un truc, à la base, il devait être là pour être le remplaçant, et peut-être que on le verra à ce poste-là aussi, mais pour être le remplaçant de Calabria. Et depuis déjà le week-end dernier, il est rentré à la place de Saelemaekers pour jouer plus haut. Et je pense que c'est pourquoi pas hein, dans ce rôle-là qui peut être plus intéressant pour nous. Euh, Parce que Florenzi en arrière droit, bah, malheureusement à la Roma, c'était un peu un fiasco. Ça a bien tenu une saison, mais après, ça a été, le joueur, c'est pas son poste. Il y a eu au PSG, ils n'ont pas voulu le garder, pourtant l'option d'achat était à 7 millions. Euh, et il a trop d'errance défensivement, ce joueur, en fait. Et c'est sa qualité de centre, surtout, et son dynamisme quand il a les jambes devant qui peut faire énormément de bien. Donc je pense que c'est très bien de le faire rentrer, en tout cas à ce poste-là, toujours dans les dernières demi-heures, parce qu'il pourra apporter avec sa vitesse quelque chose. Et surtout, il a une très bonne qualité de centre. Donc pour donner les ballons soit à Ibra, soit à Giroud, ça pourrait être très important. En tout cas, Et moi puis je le avec verrai Calabria, plus ça peut à ce bien poste-là. combiner. Oui, pourquoi pas après derrière, mais en tout cas, depuis le début, je suis très content que Pioli le fasse rentrer là. Je trouve qu'il sera en tout cas beaucoup plus utile dans ce rôle-là qu'à la place de Calabria. Mais alors Nico, quel est ton mot de la fin? À mon mot de la fin, je sais qu'il y a 2 avocats du joueur qui sont là, mais moi, il va être sur Thiemo et Bakayoko. Euh,
transfert que je n'arrive, mais alors pas une seule seconde à comprendre de la part de Maldini. Euh, Vous avez fait une émission, je crois que c'est Aristide qui a participé aussi sur l'italianité, que j'ai beaucoup aimé que vous avez fait, et savoir qu'en fait, parce que le départ de Pobega a été autorisé grâce à l'arrivée de Bakayoko, vu que le joueur a signé enfin, a fait un pré-sec de 1 an au Torino, il reviendra chez nous l'année prochaine. Mais je trouve ça terrible, en fait, de pas donner sa chance à Pobega pour faire revenir Bakayoko qui, faut pas oublier, a déjà porté nos couleurs une saison, qui a été correct cette année-là où il avait joué avec nous, mais qui n'avait pas non plus été incroyable. C'est un joueur qui, depuis 4 ans, est en régression. On va faire un peu la biographie de Bakayoko. Donc, c'est un joueur qui a explosé à Monaco. Réellement, l'année où Monaco se fait sortir en demi-finale de Champions League contre la Juve, il tenait une doublette à l'époque avec Fabinho qui était incroyable. Beaucoup de gens à Monaco pensaient quand même que c'était Fabinho le joueur qui permettait de le sublimer. Aujourd'hui, il y en a un qui joue à Liverpool quand même depuis son départ de Monaco et qui est titulaire indiscutable et qui a gagné la Champions League avec Liverpool. Bakayoko, lui, est parti à Chelsea au bout de 6 mois en mettant une somme considérable, entre 35 et 40 millions, je crois, à l'époque, pour le faire signer. Au bout de 6 mois, il est passé sur le banc de touche, en sachant qu'il n'était pas titulaire indiscutable dès le début, mais il est passé très rapidement sur le banc de touche au bout de 6 mois, puis après a très peu joué la deuxième partie de saison à Chelsea. De là, Chelsea a voulu tout de suite essayer de refourguer le joueur, parce que pour eux, il y avait peut-être pas une banane, mais tant que le joueur avait une valeur marchande, de pouvoir le vendre. Donc Milan l'a pris, un prêt avec option d'achat à l'époque, je crois, de 30 ou 32 millions. Ça s'est pas très bien passé non plus avec Gattuso, comme je disais, une saison correcte, mais bon, avec Gattuso, il y a eu des hauts et des bas. Milan n'a pas voulu lever l'option d'achat, donc il est retourné à Chelsea. De là, Chelsea l'a reprêté à Monaco. Monaco a eu pareil une option d'achat qui était inférieure à celle qu'il avait à Milan. Une saison pareille, très moyenne à Monaco, où pourtant là il a joué, il y avait beaucoup moins de concurrence. Monaco n'a pas voulu lever l'option d'achat, donc le joueur est retourné à Chelsea. Et après, c'est au Napoli, donc l'année dernière qu'il était, sous les ordres de Gattuso, où là, Gattuso lui a donné beaucoup de confiance et a quand même pas mal joué. Il a fait une saison qui était plutôt correcte, faut le dire, mais le Napoli n'a toujours pas voulu lever l'option d'achat, qui était encore moins chère que celle qu'il avait à Monaco. Et là, encore une fois, donc le joueur part pour venir donc maintenant chez nous. On parle donc d'un prêt de 2 ans, si j'ai bien compris, avec une option d'achat à 15 millions. Donc ça ressemble quand même grandement à un transfert. Mais bon, un joueur qui depuis 4 ans est en échec dans chacun des clubs où il passe, où personne n'a envie de le garder, que Milan se donne l'envie d'aller le relancer une deuxième fois, alors qu'on a Pobega qui sort d'une très bonne saison à la Spezia. Alors oui, ok, c'est la Spezia, il connaît pas ce que c'est que les gros matchs de Ligue des Champions. Bakayoko, je vous rassure, il en a pas joué énormément non plus, même si il en a quand même beaucoup plus que Pobega. Mais j'arrive pas à comprendre qu'on donne pas sa chance en fait à un Italien formé au club, plutôt qu'à un joueur qui est en échec pour moi sportif depuis 4 ans. Alors pas un échec non plus, il est pas nul, mais il est pas non plus bon. Je veux dire, sinon il y aurait depuis longtemps Milan une première fois, Monaco une seconde fois, ou le Napoli une troisième fois aurait peut-être pu dans ces cas-là transférer définitivement le joueur car ils en avaient la possibilité. Il n'y a pas non plus un club en Angleterre ou ailleurs en France, à l'étranger, a trouvé que ce joueur avait fait des prestations fantastiques dans l'un de ces 3 clubs et qui a dit bah attends, on va faire un transfert définitif pour le signer. Et à chaque fois, et c'était déjà pareil, je crois, à part la première année chez nous, mais pour ce qui est de Monaco et du Napoli ou même du Milan aujourd'hui, bah, c'est des transferts qui se font à chaque fois en dernière ou 2 dernières semaines de mercato. En fait, quand tes premiers noms sont rayés parce que t'as pas réussi à les faire, bah, tu finis sur Bakayoko. Et c'est ça que je trouve ça très dommageable. Il vient dans un poste donc de remplaçant. J'espère qu'en tout cas, il va pas enlever du temps de jeu à Pobega. Il en a déjà enlevé à Pobega parce que Pobega a dû partir chez nous, pour enlever du temps de jeu chez nous. Mais il va peut-être en enlever aussi à Tonali. Et c'est exactement ce que j'allais finir. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Voilà. Bon, alors la parole est à la défense. Maître Aristide, c'est à vous. C'est à moi. Non, alors je rejoins Nico sur 95% des points, dans le sens où moi j'étais pas non plus pour une arrivée de Bakayoko, enfin plutôt un retour de Thiago Bakayoko chez nous. Je voulais absolument garder Pobega parce que je trouve qu'il est intéressant, il est en Italie espoir, il a fait une saison pleine à la Spezia, faut pas l'oublier, en tant que titulaire l'année dernière. Non, Pobega d'ailleurs est plus jeune aussi, est italien, donc pour moi Pobega devait rester, malheureusement ça n'a pas été le cas. Parce que la question qu'on peut se poser, je te rends la parole tout de suite, mais la question qu'on peut se poser, c'est si Bakayoko et Krunic, en valeur pure, sont meilleurs que Pobega, et c'est pas sûr.
Non, c'est pas sûr. En tout cas, du moins au même âge. Alors Pobega, je crois qu'il est pas si jeune, enfin pas si jeune. Il a pas non plus 19-20 ans, hein, pas comme l'a été Tonali quand il a commencé à jouer chez nous. Je crois qu'il a 22 ou 23 ans Pobega, donc il a pas non plus 20 ans de mémoire. Mais oui, franchement oui, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. À part le fait qu'il ait moins d'expérience, effectivement, il est pas moins bon que les deux que tu as cités. Après, là où je rejoins, donc moi j'étais 100% pour Pobega reste et surtout pas Thiago Bakayoko. Je voyais pas un retour honnêtement opportun pour cette année. Après, là où je suis pas d'accord avec Nico, où je me différencie, c'est que même si je suis pas d'accord pour un retour de Thiemoué, j'oublie pas quand même qu'en 2017, pour moi, il a fait une saison bien plus que correcte, pour reprendre les termes de Nico, parce que pour moi, c'était notre meilleur milieu de terrain, parce que à l'époque, il faut voir ce qu'on se tapait entre Biglia et d'autres dont j'ai oublié le nom, qui m'ont pas marqué non plus. Mais voilà, c'était clairement un de nos meilleurs joueurs. Et ça, j'oublie pas. Alors, il a fait une super saison avec nous. On va peut-être pas super, mais on va dire au moins bonne saison avec nous, malgré quelques matchs ratés, notamment en début de saison, où il découvrait non seulement le Milan, mais aussi le championnat italien. Faut pas l'oublier. Mais voilà, le reste, je suis complètement d'accord avec Nico. Timo Bakayoko, c'est pas vraiment, j'ai pas envie de son retour parce qu'au Napoli, il a fait une bonne saison. Alors là, pour le coup, elle a été correcte selon moi et je rejoins Nico. Par contre, oui, ce qu'il a fait en Milan en 2017, c'est au moins bon, au moins bon. Alors Aristide, tu pourras nous donner ton mot de la fin dans quelques instants, mais Feli voudrait réagir sur ce sujet, donc je lui donne la parole tout de suite et je te la rends après. Alors, moi, concernant Bakayoko, ben, moi, écoutez, moi, j'étais pour le départ en prêt de Povega et pour l'arrivée de Bakayoko. Alors, pour l'arrivée de Bakayoko ou un autre joueur de son profil, mais je suis content qu'on en prenne un. Et Bakayoko, c'est comme l'a dit Aristide, notre meilleur milieu en 2017. Quelqu'un qui a fait une moyenne bonne saison à Monaco et ensuite une bonne saison à Naples. Mais pourquoi il n'a pas été racheté? Parce que c'est un joueur qui ne vaut pas plus de 15-20 millions, hein, ça c'est sûr. Et le problème originel, c'est que Chelsea l'a acheté 40 millions. Donc pour des problèmes d'amortissement, ils n'allaient jamais le vendre à moins de 15 millions, tout simplement. Et on le connaît, ce joueur. C'est un joueur qui a sa fonction primaire, c'est de bien défendre et de relancer proprement en cours. Après, des joueurs comme ça, Milan n'avait pas jusqu'à peu. Et je trouve que c'est un profil important à avoir dans l'effectif. Et donc, oui, il ne vaut pas 40 millions, oui, il ne vaut même pas 30 millions, ni même 20. Mais en prêt sur 2 ans où il n'y a aucune obligation d'achat, moi je trouve que c'est un très bon coup. Et ensuite pour Pobega, d'abord Pobega, il fallait qu'il passe la confiance de Kounis, ce qui n'était pas du tout donné, vu la pré-saison, même si Pioli l'a testé, Pobega. Et on a vu qu'il a donné moi j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne pré-saison sur le peu de matchs où il a joué. Moi j'ai beaucoup aimé Pobega et je pense que ce joueur-là a du talent. Mais maintenant, qu'est-ce qui vaut mieux pour Pobega? Comme j'ai déjà répété dans une émission de pré-saison, j'ai dit que Pobega, qu'est-ce qui vaut mieux pour lui? Qu'il continue à être quatrième, voire cinquième remplacement, puisque Krunic est devant lui dans la hiérarchie, et Mais c'est qu'il peut-être ça grappille qui des n'est miettes pas par-ci normal. par-là. Le problème c'est peut-être ça, Alors le problème c'est après, peut-être qu'il devrait être devant Krunic dans la hiérarchie. Alors après, ça c'est Pioli, c'est l'entraîneur. Je pense que là, c'est vraiment la liaison entre l'entraîneur et la direction qui ont fait que Pobega est parti en prêt. Mais je pense que si Pioli avait tout de suite dit, Pobega, c'est mon quatrième milieu et je reste avec lui, là, ça aurait été différent. Et puis ensuite, pour revenir sur un autre point, moi, je pense pas qu'on avait particulièrement d'autres noms sur le milieu de terrain, parce qu'il faut savoir que Bakayoko, c'est quelqu'un qui est aussi attaché au club et qui laisse une bonne trace chez les supporters. Et je pense que Bakayoko, ça ne le dérange pas de faire le quatrième choix. Et à la différence de Meïté, parce qu'on parlait de Tonali, Bakayoko, il a un rôle beaucoup plus restreint parce que Meïté, il faut savoir que normalement c'est pas qu'un joueur défensif à vocation défensive. Meïté, c'est plutôt un box-to-box. Et dans ce cas-là, à partir de là, il prenait un peu de place sur Tonali. Et là, je pense que Tonali et Bakayoko, c'est vraiment deux profils Beaucoup distincts. de place, hein. Parce qu'excuse-moi, mais à Oui, partir de je sais plus si c'est janvier ou mars, on n'a plus vu Tonali du tout, ou presque pas. bien sûr, bien On a sûr. vu que Mais là, Meïté, et ça c'était scandaleux parce que les prestations de Meïté n'étaient vraiment pas terribles. Bien sûr, mais là je trouve justement que Tonali et Bakayoko sont vraiment deux profils distincts qui vont devoir être utilisés à deux moments distincts. Et Bakayoko, c'est important. Que ce soit pour les corners défensifs ou offensifs, il est important. Et on a vu que l'année dernière, on n'avait aucune. Quand il n'y avait pas Kessié, il nous manquait cette présence physique. Bakayoko, il fait quasiment le mètre 88, quelque chose comme ça. Donc il va ramener un peu de physique et de poids dans ce milieu de terrain, ce qui est nécessaire aussi dans cet effectif. Et donc moi, je pense qu'avoir un Bakayoko dans son groupe, c'est utile.
Et alors oui, certes, on peut se moquer du joueur, etc., du prix qui a été surcoté, etc., mais pour moi, c'est un joli coup. Bon alors juste l'argument comme quoi Pobega jouera plus au Torino, hein, c'est là qu'il a signé, pourquoi pas? On sait pas d'abord s'il jouera au Torino, on connaît pas les intentions de l'entraîneur, mais surtout avec la CAN et avec les blessures, parce que Kessié là va revenir de blessure, on sait pas combien de temps ça va tenir, on sait que Benacer est extrêmement fragile, peut-être que finalement Pobega aurait pu avoir avec la double compétition, là, les deux compétitions, Ligue des Champions et Championnat, peut-être qu'il aurait pu avoir justement pas mal de temps de jeu, on verra hein, combien de temps joueront Krunic, Tonali et Bakayoko, Bakayoko. mais il aurait peut-être pu jouer un peu plus que ce qu'on imagine. J'espère simplement, moi c'est tout ce que je veux dire, j'espère simplement que c'est pas encore comme pour Paloschi ou d'autres, un joueur qu'on va balancer de club en club pour mieux le vendre après, parce que ça s'est passé avec tellement de joueurs par le passé, tellement de jeunes du cru, que franchement il faudra voir les intentions du club à son égard, le concernant donc dans un an. Je rends la parole à Nico et Aristide pourra la reprendre après. Vas-y Nico. Bah, moi, je vais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, MJ, quand tu parles de Meïté, qu'on a énormément vu la saison dernière. Meïté, il y avait quand même une option d'achat qui était pas celle de Bakayoko. On était parlé de 6 ou 7 millions, je crois. Et au final, le gars, comme tu as dit, MJ, a complètement éclipsé Tonali. C'était lui qui jouait tout le temps dès qu'il fallait rentrer, ou c'était lui le premier remplaçant Mais des. sans que ce soit justifié, parce que tu te rappelles ses prestations, c'était pas fabuleux quand C'était même. c'était pas d'un très grand niveau, non. C'était pas. Il coûtait même des buts, je me rappelle. Mais le mec donc jouait. Et donc moi j'étais persuadé que vu comment il n'arrêtait pas de jouer, que l'option d'achat allait être levée. Et au final, on n'a pas levé l'option d'achat. Donc le joueur aujourd'hui est au Benfica, Meïté. Et j'ai peur qu'avec Bakayoko, ce soit la même chose en fait. Alors là, je parle de Pobega parce que euh, d'après ce qu'on lisait, de toute façon, tout s'est fait dans la même journée parce que Pobega avait un accord avec le Torino depuis très longtemps. Mais Milan ne laissait partir que Pobega qu'avec l'arrivée d'un joueur. À ce moment-là, on parlait de Bakayoko. Mais au final, je me dis, aujourd'hui, c'est Pobega déjà qui part, et j'espère que c'est pas Tonali derrière qui va en subir les conséquences. C'est juste ça. Et après, pour revenir sur ce qu'ont dit Aristide et Feli, quand ils parlent du meilleur milieu et l'un de nos meilleurs joueurs de l'année 2017, les gars, regardez la place à laquelle on a terminé en 2017. Et Ah oui, bien sûr. on avait une équipe de bras cassés. Vraiment, Oui, mais faut pas lui enlever ça non plus. pour moi, je me rappelle qu'à partir de janvier, il avait vraiment monté le curseur. Déjà, la première partie de saison, comme tu as dit, il avait eu des difficultés et même il n'était pas titulaire du tout, hein, il était remplaçant. Il avait joué un peu plus. Il y avait eu quelques matchs où, je me souviens, le derby, même où il marque, où il avait été bon. Et après, c'était un milieu défensif qui a été bon dans une équipe qui ne faisait quasiment que subir. Je veux dire là, aujourd'hui, depuis quelques temps, depuis un an, en tout cas, Milan prend un peu plus quand même le jeu à son compte. Où les qualités techniques quand même sont assez importantes et je trouve que c'est un joueur qui techniquement balle au pied n'est pas incroyable. Enfin moi je dis pas qu'il a été mauvais la était chez nous, hein, mais j'ai juste que c'était correct. Pour moi correct comme tu as dit, on n'a pas le même niveau. Moi pour moi c'est correct. Toi tu dis que c'était plus que ça. Du peu que je l'ai vu par exemple au Napoli, c'était l'année dernière, j'avais trouvé meilleur dans l'équipe du Napoli que dans notre Milan. Bon après on verra cette saison, peut-être qu'il il me fera mentir, mais je trouve ça quand même dommage quoi qu'il arrive de redonner sa chance à un joueur qui la première fois n'a pas non plus été incroyable. Après, concernant quoi qu'il arrive sa valeur, c'est quand même un joueur qui n'arrive pas à se poser dans n'importe quel club. Et il n'y a pas grand monde qui a envie de payer la somme que demande Chelsea. Là, 15 millions, bah, peut-être qu'on verra si Milan l'élèvera, mais peut-être que Milan aussi ne l'élèvera pas dans 2 ans. Enfin, on verra la suite. Mais je suis assez déçu de l'arrivée de ce joueur en toute fin de mercato. Après, je vais rassurer nos deux camarades, Nico ne met pas le même curseur au même endroit que nous. C'est-à-dire qu'il y a un an, pour Nico, Chiesa était un joueur correct, peut-être même encore d'ailleurs. Hein. Donc il est tout à fait possible que, tout simplement, nous n'ayons pas la même appréciation des nuances. Voilà, on va dire ça comme ça. Aristide, quel était ton mot de la fin d'origine? Parce que j'imagine que tu ne voulais pas parler uniquement de Bakayoko. Ah non, c'est vrai. Mon mot de la fin, c'était que d'habitude, je suis un peu, disons, lassé de la trêve internationale qui arrive juste après la reprise et la rentrée des classes en Serie A. Donc c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que ça coupe un peu l'élan et c'est en train de le couper là. Mais cette année, je vous avoue que je suis plutôt impatient. C'est l'une des premières années depuis bien longtemps que je suis impatient pour deux principales raisons. Déjà, l'Italie championne d'Europe, je suis content de la revoir pour poursuivre. Je l'espère, même si c'est vrai que l'Italie n'est pas vraiment historiquement à l'aise en septembre-octobre. J'espère Bulgarie, continuer. Bulgarie, Suisse, Lituanie, c'est ça, hein, les trois adversaires. Alors j'avoue que je les ai pas Non mais tous je en crois que c'est tête. ça, je suis à peu près sûr. On va D'accord. retrouver les Suisses qu'on avait vus à l'Euro, qui avaient En été si deuxième match, brillants ouais. face. Oui, nous, on les avait battus 3-0, mais les Suisses qui avaient été si brillants face à l'équipe de France et face à l'Espagne, ce sera un match intéressant. Tout à fait. Ouais, complètement. Pour poursuivre, je l'espère, notre série d'invincibilité, avec le retour notamment de Zaniolo, qui fera
ses grands retours dans la Nationale, donc je suivrai ça avec impatience, enfin avec impatience, oui, pardon, parce que voilà, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'attends que Calabria soit, alors non, Calabria n'a pas été appelé par Mancini, j'espère qu'il le sera lors des prochains rendez-vous, parce que voilà, il revient fort, il est remis de sa blessure, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est parce que j'attends aussi une autre équipe, parce que moi là, je suis aussi supporter de l'équipe de France, et je vais suivre les débuts, j'espère, de Théo Hernandez avec grande impatience également. Alors concernant l'Italie, on ne sait pas encore si on fera des émissions. C'est vrai qu'on adore suivre l'Italie en compétition. On regarde évidemment les matchs de l'Italie de qualification, mais ce sont rarement des matchs très intéressants. Historiquement, l'Italie en qualif ou en match amical n'est pas très brillante, donc faire des analyses sur ces matchs-là n'est pas toujours très passionnant. Cela dit, si sur les 3 matchs, il y en a un qui retient notre attention, on fera bien évidemment une émission, et puis sinon on se retrouvera bien sûr pour parler du Milan contre la Lazio dans quelques jours, hein, puisque ce sera dans 2 semaines si je ne m'abuse. On va donner la parole à Feli pour son mot de la fin. Mais moi, c'est au contraire d'Aristide. Moi, je suis pressé que cette trêve passe. Pourquoi? Parce que justement, on a un très beau programme après cette trêve. Donc, on va affronter la Lazio, qui a également très bien commencé son début de saison, qui va être un concurrent direct pour les premières places. Et aussi Liverpool. Donc, on va parler un peu de ce tirage. Liverpool, Atlético Madrid et Porto. Donc, c'est clair que le tirage est pas du tout facile, mais je dois avouer que qu'est-ce que ça fait plaisir déjà de suivre le tirage de Ligue des Champions, d'entendre cette musique de la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, encore la Ligue des Champions. Ça fait depuis presque 10 ans qu'on attend ça. J'ai vraiment qu'une hâte, même si bon, on a peu de chance, soyons réalistes, on a très peu de chance de passer, hein, même si quoi qu'il arrive à la fin du mercato, enfin, je pense pas qu'on va drastiquement renforcer l'équipe. Donc, si on est 3e, si on retombe en Ligue Europa, quelque part, ce serait déjà une victoire. Mais j'ai vraiment une hâte de retrouver. Même si on se prend une rouste, hein, c'est pas grave. La Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions et je pense que ça va faire du bien à tout le monde du football, de revoir le Milan AC en Ligue des Champions. Alors ça c'est évident, je crois qu'on est tous d'accord ici, même si on aimerait ne pas prendre de rouste, hein, j'ai vu que les avis suite au tirage étaient très pessimistes, mais Félix, juste reprendre le début de ton intervention, corrige-moi si je me trompe, hein, mais je crois que tu fais partie de ces rares supporters, et c'est bien pour la diversité de l'émission d'ailleurs, qui préfèrent les clubs aux équipes nationales. Vrai ou faux? Alors oui. Voilà. Après, c'est parce que je suis moi-même de plusieurs origines et donc je suis toujours, moi je suis Italie, je suis toujours quasiment tous les matchs d'Italie, je les regarde, je suis quasiment tous les matchs de l'équipe de France quand je peux regarder, et puis je regarde également les matchs de la Serbie quand je peux regarder les matchs de la Serbie. Donc ça fait beaucoup de matchs internationaux aussi à regarder, mais quelque part je me transcende moins pour les Coupes du Monde ou les Euros, mais tu as le droit, pour tu les es l'exception, compétitions hein, internationales. Oui. tu es l'exception. Ouais. Enfin, moi j'en connais pas beaucoup, c'est vrai qu'en général les gens préfèrent toujours regarder une Coupe du Monde à un Euro, je pense qu'ici on est à peu près tous comme ça. Nico peut-être un peu plus comme toi d'ailleurs, je dis une bêtise, je crois que Nico est un petit peu plus pour les clubs aussi que pour les équipes nationales, mais très globalement, très majoritairement, quand même les gens sont plus comme ça. Nico, tu confirmes? Je confirme. Voilà, donc il reste moi, Aristide, et puis tous les autres. Mais c'est pas grave, hein. En tout cas, nous on va arrêter là, hein. Je pense qu'on a tout dit dans cette émission. On est resté longtemps sur Bakayoko, j'avais pas prévu ça, mais bon, après tout, c'est bien aussi d'avoir des débats sur les joueurs, sur les nouvelles arrivées. Donc rendez-vous dans quelques jours, soit pour la nationale, et si les matchs sont intéressants, comme je l'ai dit, soit pour la 3e journée de Serie A avec cette affiche contre la Lazio. Bonne soirée, bonne semaine à tous, salut! Ciao. Ciao.